Vous ne méditez pas pour atteindre l'illumination. Vous méditez parce que la pratique est déjà l'illumination elle-même. Cette affirmation rompt avec la structure de promesses et de récompenses qui sous-tend la plupart des pratiques spirituelles. Il n'y a pas d'« après » où vous atteignez enfin la paix ou la sagesse. Le zen propose que le fait de s'asseoir en silence, maintenant, sans rien attendre, manifeste déjà la totalité du chemin. Cela contredit notre programmation culturelle qui consiste à toujours rechercher des résultats futurs. Dans le taoïsme, cette idée apparaît sous le nom de Wu Wei, l'action sans effort forcé, où le pouvoir réside dans le fait de ne pas essayer de contrôler. Le canal Solstice se présente comme un espace dédié à ce type de recherche, où la spiritualité orientale, la psychologie et le langage symbolique se rencontrent sans simplification vide de sens. Ici, l'objectif n'est pas d'offrir des réponses rapides, mais de créer une clarté conceptuelle et une expérience réflexive. Le zen est abordé comme une pratique historique, philosophique et existentielle. Tout comme dans le taoïsme, l'accent est mis sur les schémas cachés qui structurent l'expérience quotidienne. Solstice propose un regard entraîné à ce qui passe normalement inaperçu. Il s'agit d'apprendre à voir avant de juger et à comprendre avant de réagir. Ce que vous gagnerez ici n'est pas un réconfort émotionnel immédiat. La méditation zen n'a pas été créée pour apaiser votre esprit agité, même si cela se produit comme effet secondaire. Elle a été développée pour détruire l'illusion qu'il existe un « moi » permanent contrôlant vos pensées. Imaginez que vous découvriez que vous n'êtes pas celui que vous croyez être. Il n'y a pas de centre fixe en vous qui prend des décisions. Le zen le démontre empiriquement à travers le zazen, où vous observez les pensées surgir d'elles-mêmes, sans auteur. Ce choc de conscience désintègre l'anxiété à la racine, car la plupart des souffrances proviennent de la protection d'une identité qui n'a jamais existé. Dans le taoïsme, cela apparaît comme se vider, abandonner le besoin d'être quelqu'un de spécifique. La méditation zen est apparue en Chine entre les 16e et 7e siècles, lorsque des moines bouddhistes indiens ont rencontré des pratiquants taoïstes. Cette rencontre a donné lieu à une synthèse inédite. La discipline méditative bouddhiste s'est fusionnée avec le naturel spontané du taoïsme. Le résultat fut le Shan en Chine et le Zen au Japon, une tradition qui rejette les écritures complexes au profit de l'expérience directe. Bodhidharma, considéré comme le premier patriarche, aurait passé 9 ans à méditer devant un mur. Ce geste symbolise le refus de rechercher la connaissance en dehors de sa propre conscience. Lorsque le zen est arrivé au Japon au XIIe siècle, il a influencé les arts martiaux, la cérémonie du thé, la calligraphie et l'architecture. Au XXe siècle, des chercheurs ont commencé à mesurer les effets neurologiques du zazen. Augmentation de la matière grise dans le cortex préfrontal, réduction de l'amygdale, amélioration de la régulation émotionnelle. Mais réduire le zen à ses bienfaits cliniques reviendrait à étudier Mozart uniquement pour améliorer ses résultats scolaires. Le véritable pouvoir réside dans la transformation philosophique. Vous cessez de vivre sous la tyrannie de la pensée compulsive. L'esprit ordinaire fonctionne comme un tribunal interne qui juge sans cesse les expériences. Le zazen désarme ce mécanisme en montrant que les pensées sont des événements temporaires et non des vérités absolues. Lorsque vous cessez de croire à chaque pensée qui surgit, vous créez un espace pour percevoir directement la réalité. Cette perception non médiatisée est ce que le zen appelle l'esprit originel, la conscience avant le langage, avant les catégories, avant la peur. Si ce contenu vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne Solstice et activez les notifications pour suivre les vidéos de la chaîne. Laisser un « j'aime » aide à maintenir cet espace de recherche actif. Continuons ensemble. Au 6e siècle, un moine indien nommé Bodhidharma traversa l'Himalaya à pied et arriva en Chine, avec pour seul bagage un texte bouddhiste et une instruction impossible à comprendre. Asseyez-vous face au mur et observez votre esprit jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à observer. Les Chinois, habitués à la pensée taoïste qui valorisait le non-agir et le flux naturel des choses, ont reconnu quelque chose de familier dans cette pratique étrange. Le bouddhisme indien parlait de libération de la souffrance par la compréhension de l'impermanence, mais exigeait des écritures complexes, des rituels élaborés et des années d'études philosophiques.
Bodhidharma a supprimé tout cela. Il suffit de s'asseoir, de respirer, de laisser les pensées aller et venir comme des nuages. La fusion entre la discipline méditative indienne et la simplicité radicale du taoïsme a créé quelque chose de nouveau, que les Japonais appelleront des siècles plus tard le zen. Lorsque Dogen arriva au Japon en 1227, après 3 ans d'études en Chine, il apporta une réponse qui laissa tout le monde perplexe. Il dit que la méditation ne sert pas à atteindre l'illumination, car l'illumination est déjà là lorsque vous vous asseyez. Il n'y a pas de séparation entre la pratique et la réalisation, entre le chemin et la destination. Les moines japonais s'attendaient à des techniques avancées, des méthodes secrètes, des enseignements ésotériques que Dogen aurait appris dans les temples chinois. Ce qu'il a apporté était encore plus déconcertant, shikantaza, qui signifie littéralement « simplement s'asseoir ». Asseyez-vous avec la colonne vertébrale droite, respirez naturellement. N'essayez pas de vider votre esprit ni de contrôler vos pensées. Observez simplement ce qui apparaît, sans jugement, sans intention de changer quoi que ce soit. La question évidente s'est immédiatement posée. S'il n'y a rien à atteindre, pourquoi s'asseoir tous les jours avant l'aube? La véritable connaissance ne vient pas des théories, mais de l'expérience directe répétée. Il ne proposait pas une croyance, mais une expérience vérifiable. Asseyez-vous en silence suffisamment longtemps et vous remarquerez quelque chose de troublant. Les pensées apparaissent d'elles-mêmes, sans que vous les ayez convoquées. Les émotions surgissent de nulle part et disparaissent sans demander la permission. Les sensations physiques changent constamment, indépendamment de votre volonté. Si tout cela se produit sans que vous en ayez le contrôle conscient, qui exactement est le « moi » que vous pensez être aux commandes? Dogen a appelé cela « abandonner le corps et l'esprit ». Mais ce n'était pas une métaphore poétique. C'était la description littérale d'un processus. Lorsque vous réalisez que vous ne contrôlez pas vos pensées, vos émotions et vos sensations, l'illusion d'un moi fixe et permanent commence à se fissurer. Cette découverte avait des implications qui allaient bien au-delà de la spiritualité. S'il n'y a pas de moi substantiel contrôlant l'expérience, alors d'où vient la souffrance psychologique? La réponse zen est précise. De l'attachement à l'illusion du contrôle. Vous souffrez parce que vous croyez que vous devriez contrôler des pensées que vous ne contrôlez pas, que vous devriez ressentir des émotions différentes de celles que vous ressentez, que vous devriez être quelqu'un d'autre que celui qui apparaît dans le présent. La méditation ne résout pas cela en offrant plus de contrôle. Elle dissout la croyance selon laquelle un contrôle total est possible ou nécessaire. Lorsque vous vous asseyez à plusieurs reprises et que vous voyez les pensées surgir et disparaître comme des vagues dans l'océan, vous cessez de les prendre au sérieux. L'identification compulsive aux récits mentaux s'affaiblit. Ce qui semblait auparavant être une vérité absolue à votre sujet se révèle être un événement passager dans la conscience. Mais si la pratique ne sert à rien, pourquoi tant de personnes rapportent-elles des changements profonds après des années de méditation? La réponse réside dans la différence entre le changement forcé et la transformation organique. Lorsque vous essayez de changer votre esprit par la force, en utilisant des affirmations positives ou en réprimant les pensées négatives, vous renforcez la même structure qui cause la souffrance. La croyance que vous devez être différent de ce que vous êtes. Le zen propose le contraire. Accepter complètement ce qui est présent, sans résistance, mais aussi sans s'identifier à cela. Cette acceptation radicale n'est pas une résignation passive. C'est une reconnaissance factuelle. Cela se produit maintenant. C'est impermanent. Cela ne définit pas qui je suis. Avec le temps, les schémas rigides de réaction émotionnelle commencent à se dissoudre d'eux-mêmes, non pas parce que vous les avez combattus, mais parce que vous avez cessé de les alimenter par une attention obsessionnelle. Ce qui rend la méditation zen si différente des autres pratiques contemplatives, c'est l'accent mis sur le corps. Dogen insistait sur le fait que la posture physique et la conscience sont indissociables. Vous n'utilisez pas votre corps pour entraîner votre esprit. Le corps et l'esprit sont les aspects d'une même expérience. Une colonne vertébrale droite n'est pas un symbole de discipline. C'est une condition pour la stabilité de l'attention. La respiration naturelle n'est pas une technique de relaxation. C'est un ancrage dans le présent. Lorsque vous restez assis immobile pendant 30 minutes, 40 minutes, 1 heure, le corps
révèlent des choses que l'esprit pensant ne remarquerait jamais. Les tensions chroniques que vous portez depuis des années, les micro-mouvements compulsifs qui trahissent l'anxiété, le lien direct entre la respiration superficielle et l'agitation mentale. Cette découverte corporelle est le troisième pouvoir caché. Apprendre à lire son propre système nerveux sans intermédiaire. Vous percevez en temps réel quand vous entrez en mode défensif, quand votre respiration se bloque dans votre poitrine, quand vos épaules se soulèvent en anticipation d'une menace imaginaire. Les maîtres zen répètent depuis des siècles que la pratique ne consiste pas à croire en quoi que ce soit, mais à vérifier par soi-même. Personne ne peut vous convaincre que les pensées sont impermanentes. Vous devez vous asseoir et voir cela se produire des centaines de fois jusqu'à ce que cela cesse d'être un concept et devienne une perception directe. Personne ne peut vous prouver qu'il existe une conscience avant le langage. Vous devez expérimenter le silence méditatif jusqu'à toucher cette couche pré-réflexive de l'expérience. C'est pourquoi le zen ne discute pas, ne débat pas, n'essaie pas de convertir qui que ce soit. Il se contente de pointer du doigt, asseyez-vous, observez, voyez par vous-même. Ce qui se passe ensuite dépend de votre disposition à soutenir la pratique sans garantie, sans promesse, sans savoir où cela vous mènera. Ce qui suit montrera comment cette pratique apparemment simple réorganise la relation avec le temps, la souffrance et la notion même d'identité. La plupart des gens essaient de résoudre leur souffrance mentale de la manière la plus intuitive possible. En luttant contre les mauvaises pensées, en remplaçant les croyances négatives par des croyances positives, en se distrayant avec le travail ou les loisirs, ou simplement en évitant les situations qui provoquent un malaise. Ces stratégies fonctionnent pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'elles cessent d'être efficaces. Le problème est qu'elles partent toutes du même postulat erroné. Il y a quelque chose qui ne va pas chez vous et qui doit être corrigé. Lorsque vous essayez de supprimer des pensées anxieuses, elles reviennent avec plus de force. Lorsque vous répétez des affirmations positives sans y croire, vous créez une couche supplémentaire de fausseté qui augmente la tension interne. Lorsque vous évitez les situations difficiles, la peur s'amplifie et occupe de plus en plus de place dans votre vie. Ce que toutes ces approches ont en commun, c'est la résistance. Vous luttez contre votre propre expérience et cette lutte consomme de l'énergie, génère de la frustration et renforce exactement le schéma que vous voulez éliminer. La méditation zen propose le contraire radical, cesser de lutter. Le zazen, la méditation assise dans le zen, est structurellement simple mais fonctionnellement complexe. Vous vous asseyez par terre ou sur une chaise, le dos droit, sans vous appuyer. Les mains reposent sur les genoux, la droite sur la gauche, les pouces se touchant légèrement pour former un ovale. Les yeux sont mi-clos, regardant vers le bas à un angle de 45 degrés, sans se concentrer sur quoi que ce soit en particulier. La respiration se fait naturellement par le nez, sans contrôle délibéré. Vous n'essayez pas de respirer lentement ou profondément, vous observez simplement votre respiration. L'instruction centrale est la suivante. Lorsque des pensées, des émotions ou des sensations apparaissent, n'essayez pas de les retenir, n'essayez pas de les repousser. Remarquez simplement qu'elles sont présentes et laissez-les passer. Cela semble trivial, mais cette apparente simplicité cache une révolution dans la façon dont vous vous rapportez à votre propre esprit. La raison pour laquelle cela fonctionne est liée à un mécanisme psychologique que la science cognitive appelle la métacognition, la capacité d'observer ses propres processus mentaux sans s'y fondre. Normalement, vous ne percevez pas les pensées comme des événements, vous les vivez comme une réalité. Lorsque la pensée « je ne suis pas à la hauteur » surgit, vous ne pensez pas « j'ai la pensée que je ne suis pas à la hauteur », vous vous sentez simplement que vous n'êtes pas à la hauteur. L'identification est automatique et invisible. Le zazen crée une distance minimale mais cruciale entre la conscience et le contenu mental. En vous asseyant à plusieurs reprises et en observant les pensées apparaître et disparaître sans rien faire, vous entraînez votre esprit à reconnaître les pensées comme des phénomènes passagers et non comme des vérités sur votre identité. Ce changement de perception est le quatrième pouvoir caché. Vous cessez de croire aveuglément tout ce que votre esprit produit. L'anxiété perd la moitié de son pouvoir lorsque vous considérez « je suis anxieux »
comme une description temporaire et non comme un diagnostic permanent. Chaque fois qu'une situation déclenche de la honte, de la colère ou de la peur, vous réagissez de la même manière: fuite, attaque, paralysie. Ces réactions sont rapides, involontaires et souvent disproportionnées par rapport à la situation réelle. Vous le savez rationnellement, mais vous ne pouvez pas changer parce que la réaction se produit avant que la conscience n'arrive. Le zazen n'essaie pas de reprogrammer ces réactions par la force. Il crée un espace d'observation où vous commencez à les percevoir en temps réel. Avec suffisamment de pratique, vous remarquez l'envie de fuir avant de fuir, la contraction dans votre poitrine avant que la colère n'explose, le serrement dans votre gorge avant que la honte ne vous réduise au silence. Cette perception anticipée est le 5e pouvoir caché. Vous gagnez 1 seconde entre le stimulus et la réponse, et c'est dans cette seconde que réside la possibilité d'un choix conscient. La réorganisation de la relation avec le temps se produit parce que le zazen vous oblige à affronter le présent sans narration. Normalement, vous ne vivez pas dans le présent, vous vivez dans une histoire sur le présent. C'est ennuyeux. Je ne devrais pas ressentir cela. Quand cela va-t-il finir? La méditation assise ne permet pas de s'échapper vers ces commentaires mentaux, car l'instruction est de toujours revenir à la respiration, à la posture, à ce qui se passe maintenant sans interprétation. Lors des premières séances, cela est insupportable. 5 minutes semblent durer 1 heure, car vous êtes habitué à remplir chaque seconde d'une activité mentale. Mais si vous continuez, quelque chose change. Le présent cesse d'être un ennemi à traverser rapidement et se révèle être le seul endroit où l'expérience se produit réellement. Le passé est un souvenir qui surgit maintenant. Le futur est une imagination qui surgit maintenant. Lorsque vous en prenez conscience viscéralement, la compulsion de planifier et de revivre diminue. Elle ne disparaît pas, mais perd de son urgence. Vous cessez de vivre perpétuellement 5 minutes plus tard ou 5 ans plus tôt. La notion d'identité fixe est peut-être l'illusion la plus coûteuse que nous portons. Vous croyez être quelqu'un, une personne anxieuse, une personne créative, quelqu'un qui ne sait pas méditer, quelqu'un qui a besoin de reconnaissance extérieure. Ces définitions semblent décrire qui vous êtes, mais en réalité, elles limitent qui vous pouvez être. Le zazen dissout ces identités parce qu'il vous montre empiriquement que vous changez tout le temps. Certains jours, vous vous asseyez et votre esprit est calme. D'autres jours, c'est le chaos total. Certaines séances, vous ressentez de la paix. D'autres, seulement de l'irritation. Si vous changiez toutes les 20 minutes en fonction de votre état d'esprit, alors il est clair que vous n'êtes aucun état d'esprit spécifique. Vous êtes la conscience où ces états apparaissent et disparaissent. Cette distinction n'est pas philosophique, elle est pratique. Lorsque vous cessez de vous identifier à des états temporaires, ceux-ci perdent leur pouvoir de vous définir. Vous pouvez être anxieux sans être une personne anxieuse. Vous pouvez échouer sans être un échec. Vous pouvez ressentir de la colère sans devenir une personne colérique. C'est le 6e pouvoir caché, la liberté de changer parce que vous ne défendez plus une version figée de vous-même. Voici donc ce que vous devez faire. Commencez par 10 minutes par jour, tous les jours, à la même heure. Cela ne doit pas nécessairement être tôt le matin, cela peut être le soir, mais vous devez être constant. Asseyez-vous, ajustez votre posture, respirez naturellement et observez ce qui apparaît sans intervenir. Ne vous attendez pas à trouver la paix, des idées profondes ou des sensations particulières. Attendez-vous plutôt à de l'ennui, de la distraction, de l'agitation et l'envie d'arrêter. Ce sont les résistances normales d'un esprit qui n'a jamais été entraîné à rester calme. Si vous maintenez cette pratique pendant 30 jours sans interruption, vous commencerez à remarquer des changements subtils, moins de réactivité émotionnelle, plus de clarté pour les décisions difficiles, moins de rumination mentale obsessionnelle. Si cela vous parle, écrivez dans les commentaires. Je laisse l'expérience se révéler. Ce simple geste renforce votre disposition à explorer sans interférer. Vous ne cherchez pas à devenir quelqu'un de spécial, vous vous entraînez à être présent avec ce qui est, exactement tel que c'est, sans avoir besoin que ce soit différent. Qui peut rester immobile jusqu'à ce que la boue se dépose et que l'eau devienne claire? Cette question n'attend pas de réponse verbale. Elle renvoie à quelque chose qui ne peut être compris que par l'expérience directe.
La boue, c'est le tourbillon de pensées, d'émotions et de récits que vous confondez avec la réalité. L'eau claire est la conscience qui était là depuis le début, masquée par l'agitation. Le zen ne propose pas de méthode pour nettoyer la boue plus rapidement, il enseigne à cesser de remuer. Lorsque vous cessez d'alimenter le tourbillon par une attention compulsive, la clarté se révèle d'elle-même, non pas comme une conquête, mais comme une condition naturelle. Ce n'est pas une métaphore réconfortante, c'est la description précise d'un processus vérifiable. Asseyez-vous suffisamment longtemps sans interférer, et l'esprit s'organise de lui-même à des niveaux de calme dont vous ne soupçonniez même pas l'existence. La question se transforme alors. Pouvez-vous tolérer le calme sans en faire un projet ? Si vous avez suivi jusqu'ici, vous avez déjà compris que les pouvoirs cachés de la méditation zen ne sont pas des compétences ésotériques destinées à impressionner qui que ce soit. Ce sont des capacités humaines fondamentales qui restent inaccessibles tant que vous vivez identifié au flux mental automatique. Considérez les pensées comme des événements et non comme des vérités. Percevoir les émotions surgir et disparaître sans devenir elles-mêmes. Remarquez l'impulsion de réagir avant de réagir. Habiter le présent sans avoir besoin qu'il soit différent. Reconnaître que vous n'êtes pas une version fixe de vous-même, mais la conscience où toutes les versions apparaissent temporairement. Ces pouvoirs ne vous rendent pas spécial, ils vous rendent plus humain. Quelqu'un qui n'est pas constamment en guerre avec sa propre expérience. Quelqu'un qui peut être présent, même lorsque c'est difficile, sachant que la difficulté est également impermanente et ne définit pas qui vous êtes. La tradition zen a un dicton. Avant l'illumination, coupez du bois et portez de l'eau. Après l'illumination, coupez du bois et portez de l'eau. Ce qui change, ce ne sont pas les tâches, c'est la présence avec laquelle vous les accomplissez. Vous continuez à travailler, à faire face à des problèmes, à ressentir de l'anxiété et de la frustration. La différence est que ces choses cessent d'être des obstacles à une vie meilleure dans le futur et se révèlent comme la vie telle qu'elle se déroule maintenant. Il n'y a pas de moment futur où tout sera résolu et où vous pourrez enfin vous détendre. Il n'y a que le moment présent, où vous pouvez choisir d'être présent ou perdu dans des récits sur la façon dont les choses devraient être. Le zazen vous entraîne à faire ce choix jusqu'à ce qu'il ne soit plus un effort, mais une inclination naturelle. Vous vous asseyez non pas pour atteindre la paix, mais parce que le fait de vous asseoir signifie déjà être entier, sans fragmentation entre ce que vous pensez que vous devriez être et ce que vous êtes réellement. Peut-être la prise de conscience que vous essayez toujours d'être dans un autre moment que celui-ci. Peut-être la possibilité d'arrêter de lutter contre votre propre expérience. Lorsque vous mettez des mots sur ce qui a résonné en vous, cela renforce votre compréhension et aide d'autres personnes qui explorent le même territoire. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un que vous savez prisonnier de schémas de pensée répétitifs ou qui recherche la clarté mentale au-delà des techniques superficielles. Le voyage que nous cartographions ici sur la chaîne Solstice se poursuit. Les prochaines vidéos exploreront l'éthique implicite du zazen, le rôle du silence comme forme de connaissance et comment intégrer la pratique méditative dans le chaos de la vie contemporaine. Si vous souhaitez explorer votre propre conscience avec rigueur, sans illusions réconfortantes, cet espace est à votre disposition. La porte est ouverte, mais vous seul pouvez la franchir en vous asseyant en silence et en voyant par vous-même si ce qui a été dit ici correspond à votre expérience directe.